Bonjour à tous, merci beaucoup et merci surtout à nos trois tables rondes, pas très rondes, un peu d'aménagement, voilà. Et puisque c'est un des premiers thèmes objectifs, effectivement, comme ça a été évoqué par Aziz, et trois sujets dans les évolutions sociétaux liées en grand à la mobilité, donc sur l'urbanisme, sur la mobilité des biens et des personnes liées à cette évolution de l'urbanisme, des comportements, et puis globalement beaucoup de données, beaucoup d'informations, beaucoup de plateformes qui seront peut-être, et beaucoup d'innovations effectivement qui ont besoin d'intelligence artificielle dans l'avenir. On en entend parler dans toutes les conférences et sur tous les sujets. Et là encore, on pourra évoquer cette question. Donc, qui dit urbanisme, dit évolution, densité de cet urbanisme. Quelles sont les différentes politiques que l'on peut imaginer, qui dépendent évidemment de chacun des territoires. Des sujets qui sont, comme je l'évoquais, pas simplement pour les voyageurs, les citoyens, les passagers, mais également pour la logistique. Et parfois, les deux schémas à la fois de mobilité liés aux passagers et à la logistique doivent très certainement avoir quelques arbitrages lors de leur planification et de leurs investissements. Et puis, l'intégration dans les territoires. Il y a un certain nombre de territoires qui, encore une fois, doivent permettre une mobilité des biens et des personnes. Et comment ces territoires peuvent se coordonner pour optimiser le mieux possible les évolutions et la facilité, encore une fois, liées au comportement et aux besoins de mobilité qui sont des citoyens. Donc le sujet de l'urbanisme sera traité sur ces évolutions, sur ces innovations, notamment par Jean, qui évoquera et qui nous montrera un certain nombre de vidéos et d'innovations travaillées aujourd'hui par différentes entreprises. Je pense qu'on va aussi organiser cette table ronde en deux temps. Un premier temps sur ce qu'il se passe aujourd'hui, ce qu'il y a dans les cartons, mais proche à venir. Et comme l'évoquait Patrick de Carolis, quand on pense à maintenant avec les temps longs liés à l'infrastructure, liés aux évolutions, on est déjà à quelques années, mais au moins de se poser un premier temps sur ce qui est en train de se passer, quelles ont été les évolutions sur la mobilité, sur l'évolution de l'urbanisme et sur la technologie liée à l'évolution de cet urbanisme et de ces mobilités. Puis ensuite, on est projeté dans un futur le plus loin possible ou le plus imaginable possible, et quels peuvent être les enjeux, que ce soit encore une fois vis-à-vis des personnes qui organisent et qui dirigent le politique dans les villes, que ce soit au niveau des innovations et comment les rendre le plus à même d'être déployés, développés à grande échelle, et puis des sujets effectivement de maîtrise de cette innovation, voire pourquoi pas de souveraineté, si ce n'est pas nationale, mais en tout cas locale par rapport à ces données. Donc je vais commencer à proposer donc à Patrick de nous, en tant que client, ces évolutions, de pouvoir nous expliciter ce qu'il a pu découvrir en arrivant sur ce nouveau job, si on peut dire, ce qu'il a pu planifier, ce qu'il a prévu, et puis ce qu'il voit également dans son écosystème vis-à-vis de ses pairs. Merci. C'est bon, ça marche ? Oui. Merci. Je suis un jeune maire, malgré mon âge, puisque j'ai été élu en 2020, donc j'ai 5 ans d'expérience pour venir un peu témoigner. Je suis le maire d'une ville assez atypique. C'est une ville moyenne de 52 000 habitants, mais qui a la particularité d'être sur un immense territoire, puisque la commune, c'est à peu près 750 km², c'est-à-dire 7 fois Paris. C'est la superficie de New York, sans les moyens et sans la population. Et entre le centre-ville et le bout de la commune, l'extrémité de la commune, qui donne sur la Méditerranée, vous avez à peu près 50 km. C'est vous dire qu'on va parler de mobilité, mais avant de parler et de se projeter dans le futur,
il faut déjà assurer la mobilité de ceux qui habitent en bout de ligne pour qu'ils puissent venir en centre-ville. La deuxième singularité de notre ville, de notre commune, c'est que c'est une ville patrimoniale, une ville historique qui a 8 monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui, pour vous dire, a le plus de monuments romains en dehors de Rome. Cette histoire et ce territoire, je pourrais m'appesantir là-dessus, mais c'est pas le sujet. Pourquoi on est devenu une si grande commune, ça c'est une autre histoire. Ça veut dire que nous avons un cœur de ville patrimonial, très minéral, historique, avec des règles très strictes, fixées par l'ABF, et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas répondre à une volonté, par exemple, étatique de maintenant concentrer l'urbanisme et faire monter nos immeubles, parce que dans le périmètre de l'UNESCO, c'est impossible, parce que nous avons une ville basse, de maisons basses, et que lorsque vous souhaitez justement faire grandir cet immeuble, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous avez toujours ce qu'on appelle un cône de visibilité qui vous interdit de vous élever à plus 4, par exemple, dans certains coins. Donc on a cette problématique. Donc la première problématique pour nous, c'est comment faire en sorte que les 20 000 personnes qui vivent en ruralité, dans une dizaine de hameaux et de villages, puissent circuler sur notre commune, venir dans le centre et vice-versa. On a mis en place un réseau de bus, déjà. On a mis en place un réseau de bus qui est conforme aux exigences environnementales aujourd'hui, puisque toute notre flotte est propre. Nous avons un tiers de bus électriques, minibus pour la ville, un tiers de bus hybrides et un tiers pour les grands déplacements de bus au gaz. Donc on était à la fin de 2004 en accord total avec la nouvelle réglementation. Ça, c'est un point très important pour nous. Cette ville arlésienne, elle est constituée, comme vous pouvez l'imaginer, dans ces villes moyennes et ancestrales, de ruelles, où il est extrêmement difficile d'y mettre de la mobilité douce, sauf à interdire totalement la voiture. C'est compliqué d'interdire totalement la voiture, parce que vous avez là affaire à des mentalités, surtout dans le sud, où la voiture est un signe, sinon de puissance financière, en tout cas de puissance virile. Et donc, pour faire du centre-ville au musée de l'art antique, qui doit être éloigné à peu près, on va dire, d'1 kilomètre, les Arlésiens prennent leur voiture. Donc, commencer à imaginer une politique qui va petit à petit transformer votre ville en piste cyclable ou en voie douce va être compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que si on pouvait mettre sa voiture dans son salon, eh bien, on n'hésiterait pas à le faire. C'est un sujet, hein. Et c'est d'ailleurs un sujet national, puisque je crois qu'on a à peu près 45 millions de véhicules en France. On a 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur. Et on produit et on assemble chaque année 1,5 million de véhicules nouveaux. Donc, commencer à dire on va éloigner la voiture du centre peut être un problème aussi, un problème économique.
Donc, on essaie petit à petit, en tout cas, et grâce à une action étatique qui est le plan cœur de ville, on essaie d'éloigner petit à petit la voiture du cœur de ville. Avec cette inquiétude, c'est de faire en sorte qu'on désengorge le centre de véhicules pour y mettre petit à petit le vélo, par exemple, ou d'autres, mais je vais y venir, sans pour cela isoler le centre-ville du reste des quartiers. C'est un sujet permanent pour des villes moyennes. C'est de trouver cet équilibre où on va pouvoir petit à petit cantonner la voiture aux extérieurs, organiser les déplacements doux à l'intérieur, mais en faisant en sorte que le centre-ville ne soit pas un musée, mais reste actif, reste commercialement actif. Et ça, c'est compliqué de dire je vais faire mes courses dans le centre, mais je vais laisser ma voiture à 1-2 km de là, parce que ce n'est pas dans la mentalité encore. Donc il faut y travailler. On y travaille comment? On y travaille avec notre délégataire, puisqu'on a une DSP sur le transport, qui commence à mettre en place des bus plus petits, qui se faufilent plus facilement, qui nous propose de mettre en place des tricycles électriques qui permettent à la volée d'arrêter ce triporteur ou ce tricycle en disant « Hola », d'ailleurs c'est le nom de cette marque et de ce service, Hola, et puis on peut l'arrêter, on monte, c'est gratuit. On est vraiment là dans le centre-ville. Il y a une deuxième opération qui est mise, c'est qu'on essaie de mettre des bornes de plus en plus dans la ville de réparation pour les vélos en libre service. Vous arrivez, vous avez un problème de vélo, vous mettez votre vélo sur un poteau et à l'intérieur, vous avez tous les instruments pour pouvoir réparer votre chambre à air, etc. C'est expérimental, mais on ne sait pas combien de temps ça va pouvoir, l'expérimentation va pouvoir durer, parce qu'on craint toujours les problèmes de détérioration. Donc on a un certain nombre comme ça de mesures, on va y revenir. Les grands chantiers qui structurent notre ville, et vous avez eu raison de le dire, qui vont prendre du temps, c'est que nous sommes une ville d'eau. Nous avons été un grand nœud ferroviaire après-guerre. Nous ne le sommes plus, mais il nous reste les voies ferrées. Le nœud ferroviaire s'est déporté vers Avignon. Les gares TGV se sont déportées vers Avignon et vers Nîmes. Donc Arles n'est plus ce nœud ferroviaire. On l'a transformé, tous les ateliers SNCF, toute la construction, etc., en ateliers culturels, et ça a donné la Fondation Louma avec Franck Guéry, etc. Donc on a récupéré ça. Mais nous ne sommes plus un nœud ferroviaire. On a toujours ces voies ferrées. Et donc, nous travaillons maintenant avec l'État, avec la région, avec la SNCF, pour développer un pôle d'échange multimodal. C'est-à-dire qu'en plein cœur de ville, nous allons pouvoir travailler sur la voiture, le vélo, le train, pour se déplacer et permettre justement cette aération de trafic. Il y a un deuxième gros projet que nous mettons en place. Pareil, c'est un pôle d'échange multimodal, mais sur notre port. Nous avons la chance d'avoir un port fluvial important, pas aussi important que Fos, mais important. 500 000 tonnes de marchandises par an, à peu près. Et nous avons décidé, avec une des entreprises, de mettre en place un projet Mistral, qui va permettre de faire remonter par Fos des navettes quotidiennes jusqu'à notre port, et à partir de là, de les mettre sur une plateforme de voie ferrée et irradier le reste de la France, Bordeaux, Paris, Rungis et Strasbourg. Donc on est là totalement dans la projection à la fois de marchandises,
et avec la plateforme, le pôle d'échange multimodal autour de la gare pour les citoyens. Voilà ce que je peux dire pour dresser un peu le portrait et répondre à vos questions si vous en avez, pour être un peu plus précis sur des projets que nous menons. Vous avez évoqué tout à l'heure le territoire. Une ville ne peut pas se développer sans son département, ni sans sa région, ni sans l'État. Et le pouvoir que l'on donne aux maires, c'est le pouvoir que vous donne l'État. Je suis également président de l'agglomération. L'agglomération Arles, Camargue, Crau, Montagnette, puisque la commune, c'est à la fois toute la Camargue, c'est à la fois toute la Crau, qui est une des rares steppes européennes. Donc on a un territoire, comme je le disais, assez important. Et cette communauté d'agglomération comprend 6 villes. C'est à peu près 86 000 habitants. Ce n'est pas énorme, mais on passe de 750 km² à 1500 km² à peu près. On travaille la mobilité entre nous. Entre Tarascon, qui est à 15 ou 16 km du centre d'Arles, et Arles, on a créé une piste cyclable entièrement protégée, propre. Donc on commence à travailler. Il est évident que le fleuve servira aussi à Tarascon et aux autres communes de l'agglomération. Nous avons au nord de notre agglomération une autre petite agglomération et au-dessus une troisième. Et ces 3 EPCI forment ce que l'on appelle le Pays d'Arles. Ce Pays d'Arles n'est pas du tout dans la métropole marseillaise. Marseille, la métropole marseillaise, c'est Marseille, Salon de Provence et Aix. Et nous, au nord, ouest du département, nous avons ces 3 EPCI totalement indépendants, le Pays d'Arles indépendant. Et donc là, on essaie de s'organiser pour savoir comment ceux qui sont à Château-Renard, c'est-à-dire l'agglomération du Nord, et ceux qui sont à Arles, l'agglomération du Sud, peuvent communiquer et on y travaille. Et on y travaille par un outil qui s'appelle le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, qui est un organisme demandé par l'État, qui n'existe pas partout, mais qui est demandé par l'État, et qui est un peu un bras de réflexion, un bras armé pour nos 3 EPCI. Mais je dois reconnaître que ce PETR est une impasse. Parce qu'il regroupe 29 communes, mais ces 29 communes ne sont pas soudées. Elles ne sont pas, légalement réunies dans un EPCI. Et que la vraie démarche, et ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus offensifs en matière de mobilité, par exemple, c'est qu'il n'y ait qu'un seul EPCI. Mais là aussi, aller chercher et aller tenter de modifier les mentalités des politiques me paraît assez difficile. Donc, chacun a son plan vélo, chacun a son plan mobilité, et on le confronte, mais il ne tient qu'à la volonté de 3 présidents de PCI qui disent on a envie de travailler ensemble. Il n'y a rien d'autre qui vous pousse et qui vous impose de travailler. Donc là, il y aura quelque chose, à mon avis, à faire, mais c'est le temps qui le fera parce que les esprits ne sont pas prêts, à mon avis. Donc on n'est finalement pas sur des sujets d'innovation, de technologie, on est déjà sur des sujets de coordination, de réglementation pour faire avancer des plans qui peuvent être facilement pensés, imaginables. Moi j'avais peut-être une question relative à, vous êtes une ville dans laquelle il y a une saisonnalité qui peut être importante en fonction des différents événements. Vis-à-vis de cette... vous avez commencé à évoquer des véhicules de tailles différentes, une mobilité adaptée à la demande. Comment faites-vous pour réussir à adapter l'offre à la demande
compte tenu de la saisonnalité que vous pouvez avoir, ce que vous avez déjà fait entre les zones denses et les zones un peu moins denses, entre le cœur de ville et puis le reste de la ville. Comment vous adressez le sujet de la saisonnalité touristique? Il se fait essentiellement avec le délégataire, où on arrive à moduler les fréquences en fonction de, comme vous le dites, de la saisonnalité. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? En fait, ce n'est pas une question piège, mais c'est parce que je sais que Jean a la réponse. Oui, mais je m'attends, mais c'est pour ça que je réagirai à ce qu'il dira. C'est pour ça que je réagirai, j'attends avec impatience ce qu'il va dire.